to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous découvrirez cette nouvelle émission. Alors aujourd'hui, je suis très très content parce que, nous allons parler d'un passeur et je l'ai toujours dit, Microciné n'existerait pas sans certains passeurs. Alors de la presse écrite, ça peut être comme d'habitude Truffaut ou Serge Danet, les Inrecuptibles des années 90, début 2000, mais aussi des émissions de télé. Alors ça peut être le cinéma de minuit de Patrick Brion, ça peut être aussi à un moment Mitterrand qui présentait le vendredi soir sur France Télévisions, ça la dernière séance. Et il y a aussi autre chose, enfin il y a aussi l'émission de Boukrieff, c'était tous les lundis soirs je crois sur Canal. Bref, il y a aussi autre chose, il y a le cinéma de quartier de Monsieur Jean-Pierre Dionnet. Et ça, je sais que si ça n'avait pas existé, je ne pense pas que Microciné aurait existé. Et ça tombe bien parce qu'il y a un livre qui, tout simplement, s'intitule Une histoire de cinéma de quartier. C'est édité chez Badlands Éditions et Carlotta. Et l'auteur, c'est Sylvain Perret. Voilà, je montre le livre. Et bien sûr, avec Monsieur Dionnet. Je dis monsieur parce que c'est vraiment un monsieur important. Et Sylvain est là pour en parler aujourd'hui. Je suis vraiment très content. Donc, on se tutoie. Entre cinéphiles, c'est normal. Comment vas-tu ? Très bien, très bien. Merci à toi de m'accueillir. Je t'en prie. Je t'en prie. Alors, juste te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Tu es fondateur du webzine Inculte et tu es également rédacteur régulier de la revue Schnock et d'autres médias. Tu es responsable éditorial chez Gaumont Vidéo depuis 2017. Tu exhumes depuis de nombreuses raretés du cinéma français et que tu accompagnes dans des suppléments ou des présentations en salle. Suppléments, c'est les suppléments DVD, Blu-ray. Et tu as rejoint depuis septembre 2022 l'équipe de programmation de Panique Cinéma au Forum des Images. Bon, tu as une carte de visite extraordinaire, ça faut le dire. Et tu as réalisé plusieurs documentaires consacrés respectivement aux cinéastes Jean-Louis Van Belle, Michel Audiard, François Gaillard. Et donc ce livre est ton premier livre. Alors, avant qu'on commence, je voudrais te montrer quelque chose que tu connais 1 milliard de fois. On en parlait hors caméra. Peut-être que certains ou certaines qui n'ont jamais vu ça vont être surpris parce que le livre aussi est adressé aux plus jeunes, ça tu le précises. Et donc, je montre la bande-annonce de Cinéma de quartier avec Dionnet et je pense qu'après, on peut en parler. Donc, c'est parti. Si vous aimez les chiens verts et les poulpes de 12 mètres de long, si vous aimez les villes géantes détruites par les savants chauves et fous, si vous aimez les gros musclés qui soulèvent des éléphants pour rigoler, si vous aimez les traîtres félons qui empoisonnent les rois enfants pour s'emparer du trône, si vous aimez les pauvres orphelines séquestrées par des banquiers infâmes, si vous aimez les duels au couteau, au sabre, à l'épée, au pistolet, à l'arc, à la massue ou à coups de pied, si vous aimez les cosaques, les cow-boys autrichiens, les gladiateurs et les monstres japonais, si vous aimez les petits films des grands maîtres et les grands films des petits maîtres, alors soyez les bienvenus dans Cinéma de quartier. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Quand on voit ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah ben, après, ça dépend de ton âge ou de ta cinéphilie. C'est vrai que moi, sans avoir grandi avec Dionnet dès le début, parce que ça, c'est dans les premières années, entre 90 et 95, je dirais. Moi, j'ai découvert l'émission un peu plus tard. Mais il y a une phrase que j'aime beaucoup et que j'ai volée plusieurs fois, parce qu'on ne vole qu'au meilleur. C'est les petits films des grands maîtres et les grands films des petits maîtres. C'est cette idée de dire, il y a la cinéphilie, c'est les grands maîtres, les grands films, etc. Et puis, il y a les petites choses à côté qu'on aime bien, les petites pépites oubliées, et puis les ratés qui sont forcément passionnants des grands maîtres. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et puis, il y a cette idée de Jean-Pierre Dionnet de se mettre en scène pour essayer le plus possible de jouer son rôle de monsieur loyal d'une contre-cinéphilie pour essayer de faire venir à lui plein de personnes. On disait, venez, on va s'installer autour d'un canapé géant virtuel qui aurait des centaines ou des milliers de spectateurs, et puis on regarderait tous ensemble un Kota Favi, un Bava, un Western Spaghetti, un film de la Hammer, avec des péplums avec des rochers en mousse, ou alors il y a quelques rares exceptions, il y avait un peu d'asiatique ou un Rodan ou un Mothra contre Godzilla, et puis il y a eu quelques petites choses comme ça un peu étonnantes et atypiques, ou alors du cinéma tchèque, mais tout un cinéma un peu grand public et à première vue bon enfant et grand public, et puis qui peut, mine de rien, par la présentation de Jean-Pierre, te prendre la main et t'amener vers la cinéphilie. C'est-à-dire que tu parlais des passeurs, tu parlais des passeurs que tu as eus.
on a à peu près les mêmes. On peut en avoir d'autres, il y a plein d'autres, effectivement. C'est une sorte, les passeurs, c'est une sorte de grande, j'ai pas envie de dire famille, mais religion, en fait, avec pyramidale, avec effectivement les grands passeurs, et puis des passeurs qui prennent la parole et qui vont se mettre un peu plus loin, etc. Quand tu dis, il y a une différence entre Brion ou tous ceux que tu as cités, ou quasiment tous, et Jean-Pierre Dionnet, c'est que quand j'ai commencé à écrire ce livre, j'ai essayé de me demander ce qui faisait sa spécificité, que j'ai pas réussi à déterminer tout de suite, et puis à un moment c'est venu, c'est qu'en fait Dionnet, contrairement aux autres, et peut-être Eddie Mitchell d'une certaine manière, ne s'adresse pas aux cinéphiles au premier abord. C'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait juste voir un film avec une imagerie un peu surannée pourrait regarder Cinéma de quartier et prendre son plaisir, puis regarderait la présentation de quelqu'un un peu enjoué, sympathique, qui va lui donner 2-3 éléments, et on peut ne pas être cinéphile quand on regarde Cinéma de quartier. À mon avis, quand on regarde Cinéma de minuit, on est déjà cinéphile. On a déjà le virus. Quand on lit Torret, Truffaut, Danet, on est déjà cinéphile. On a déjà une envie d'essayer de comprendre le cinéma. Quand on veut, quand on regarde Cinéma de quartier, on veut juste regarder des films. Quand on regarde Cinéma de minuit, à mon avis, on est déjà suffisamment curieux pour avoir le virus qui a commencé à partir. Pourquoi Cinéma de quartier arrivait à faire ça? Parce que c'était déjà à la base, c'était l'enjeu de Canal+. C'est Canal+ voulait faire une émission qui soit lentie, une contre-programmation en passant des films qu'on ne verrait pas ailleurs. Et puis Jean-Pierre Dionnet va exhumer des films qui ne passent plus en salle, puisque les cinémas de quartier ont fermé. Les vidéoclubs sont arrivés et on bazardait tout ça. Et puis ce cinéma-là avait 10-15 ans, donc c'était fini, on était passé à autre chose. Donc là, c'était une réévaluation de toute cette cinéphilie. Mais tu vois, je dis le mot cinéphilie, c'est pas ça le but. Le but, c'est de passer des films qui soit pour les nostalgiques, soit pour le grand public, donc les enfants. Donc c'est important de se dire que quand on regarde, on peut regarder Cinéma de quartier en étant juste parce que j'ai même parlé de filmophiles, des gens qui aiment regarder des films, qui ne sont pas des cinéphiles, qui veulent comprendre, à mon avis, ou avoir une réflexion plus ou moins poussée, c'est pas forcément un truc ultra élitiste ou quoi que ce soit, avoir une réflexion sur le cinéma. Et Dionnet faisait la passerelle entre les deux, en disant, viens voir un film, toi qui es filmophile, qui est un minimum curieux, je vais te donner des petits outils, des petites armes, pour que tu deviennes cinéphile, à mon avis. Et là où ça a marché, c'est que, en fait, Dionnet, c'est pas un journaliste. Il a tenu une revue, mais il n'était pas en tant que journaliste, il était en tant que rédacteur en chef, et c'était une revue de bande dessinée. C'était pas un présentateur télé, il avait fait une présentation télé avant, mais il jouait un peu un personnage de maître loyal, et il parlait pas de cinéma, il parlait de musique. Donc son envie, c'est plus un passeur de contre-culture. Il l'a fait pour la BD, il l'a fait pour la musique. Là, il l'a fait pendant 17 ans après pour le cinéma. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il s'adresse à monsieur tout le monde, entre guillemets. Et je dis ça sans aucune pas pour réduire un peu le rôle qu'il a eu, mais au contraire, dire que c'est extrêmement difficile de s'adresser à une tranche extrêmement large et arriver à faire naître des vocations de cinéphilie. Alors que quand on est déjà cinéphile, il y a déjà une grande part du travail qui est fait, je pense. Est-ce que sa grande force à Dionnet, c'était comme tu le dis, à savoir que c'était quelqu'un qui était extrêmement sensible, pas forcément à la contre-culture, mais à tout ce qui se faisait. Par exemple, prenons un film. Dans les années 60, rares sont les critiques de cinéma, rares, il y en a eu, mais pas suffisamment, qui s'intéressent par exemple à la musique de film. C'est très très rare. Aujourd'hui, c'est une évidence. Il y a eu des revues, tout ça. Et je pense que c'est ça, Dionnet. Est-ce que ça a été sa grande force de se dire que le monde va suffisamment, la société va suffisamment évoluer qu'il va y avoir des générations, par exemple, quand ils vont écrire un livre ou quand ils vont faire une musique ou composer une musique ou quand ils vont créer un film, on pourra retrouver des influences pour un film, par exemple, des influences je sais pas moi, de livres. On dit souvent aujourd'hui d'auteurs qui écrivent, on a cette impression, que le cinéma est dans ta manière d'écrire le livre. Bref, le fait qu'il y ait un mix, qu'il y ait une espèce de pop comme ça qui réunit plein de choses. Est-ce que ça a été ça la force de Dionnet finalement d'être partout, de considérer tous les arts et de dire que ces arts-là peuvent dialoguer, ça peut donner un film, par exemple. Est-ce qu'il y a de ça? Je pense qu'il arrivait justement à
à décrypter, effectivement, à décrypter une œuvre, qu'elle soit, on va dire, cinématographique, parce que c'est ce qui nous intéresse ici, et en essayant de la relier et de créer des liens entre des choses qui parfois peuvent paraître un peu grand écart. Je sais plus. J'essaie de réfléchir à ça, parce que l'autre jour, il m'a fait une comparaison. Ce film-là, c'est comme ça et ça. Et sur le papier, ça me semblait complètement aberrant. Et j'ai dit, mais c'est génial, parce que il va aller je crois que c'était un film. Est-ce que c'était pas un film coréen? Est-ce que c'était pas Project Wolfenting, qui est un film coréen qui était vendu avec Mad Movies et il avait acheté Mad Movies, ou il avait reçu Mad Movies et il avait reçu le DVD, il l'avait vu, il dit, oh, c'est génial, c'est comme ça et ça. Je ne sais plus les points communs, les ponts qu'il a fait, mais les ponts sont tellement énormes je pense qu'il transmet un virus justement de passerelle, en essayant de dire, en essayant de faire des grands écarts au début pas forcément évidentes, mais comme il a énormément de culture et comme il arrive à faire ça de manière très ludique, ça engage à essayer d'en voir un peu plus et d'essayer de fouiller et je pense que ce qui se transmet le plus, effectivement, tout ça pour dire que ce qui transmet le plus, c'est une sorte de mécanique intellectuelle qui permet de relier des choses qui parfois ne sont pas évidentes, c'est-à-dire une grande œuvre d'art avec un cinéma considéré comme un peu moins pur à une époque, où le cinéma bis ou d'exploitation qui n'était pas considéré à l'époque et qui a été reconsidéré à partir du moment où l'émission a commencé. Non pas que l'émission a permis à ce cinéma-là d'être reconsidéré et d'être anobli, mais il y en a beaucoup qui ont fait ça. Il y a beaucoup de revues, il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de défricheurs. Après, tu parlais des cahiers du cinéma principalement avec Danet et Truffaut, mais il y a eu aussi Positif qui oui, bien sûr. s'intéressait à ce cinéma-là. Un des numéros de... J'aime bien rappeler qu'un numéro de Le Masque du démon de Mario Bava, qui est un auteur qui a beaucoup défendu Dionnet et l'émission Cinéma de Quartier, parce qu'ils ont passé pratiquement tout Bava. Ils ont dû en oublier 3 ou 4, mais vu la filmo de Bava, c'est assez exceptionnel. Et on a souvent tendance à dire que Mario Bava a été conspué par les critiques et il a été considéré plus bas que terre. C'est toujours plus compliqué que ça. C'est-à-dire que quand on regarde dans les critiques, on se rend compte que Le Masque du démon, le premier film de Mario Bava, donc à une époque où on ne pouvait même pas encore le considérer moins facilement comme un auteur ou même comme un grand cinéaste, puisqu'il a une carrière toute petite. On n'a pas de vue d'ensemble. Il fait la couverture de Positif. Donc le film fait la couverture. C'est même pas qu'il a un bon article, c'est qu'il fait la couverture de la revue. Donc ça veut dire que ce cinéma-là n'a pas été méprisé dès le début. Oui, parce que je crois savoir que, pardonne-moi de t'avoir interrompu, mais juste une petite parenthèse ce que je vais dire n'est pas quelque chose d'évident, mais c'est vrai qu'il y a eu peut-être, moi j'ai cru voir comme ça des articles, par exemple, de Danet sur Kota Favi ou sur Freda, où il disait pas forcément du mal, mais après c'est le nombre de lignes qui est consacré à ces films-là. Oui. Et là, pour le coup, c'est différent, c'est autre chose. C'est vrai. Maintenant, aujourd'hui, on peut consacrer une couverture ou un dossier ou quelque chose. Mais la guerre a été gagnée pour le coup. Je pense que la bataille est gagnée pour le coup. Enfin, même la guerre est gagnée. Parce que ce qui est assez intéressant, en fait, il y a un moment, je crois que c'est page, je vais pas te dire de bêtises, c'est page 25, c'est dans la. C'est le cinéma de quartier vu par Jean-Pierre Denet, parce qu'après on va parler de l'architecture, de la structure du livre. Et il dit, donc il explique un peu comment les cinémas, comment ils cherchaient ailleurs, à droite, à gauche. Et à un moment il dit, et puis évidemment je vais aller en Angleterre parce que c'est le pays de Powell Pressburger, à une époque où on a encore la phrase de François Truffaut en tête, il n'y a pas de cinéma anglais. Et après, il dit, rappelons-lui que Hitchcock était un Anglais et que c'est le pays de Powell et Pressburger. Ça, c'est vachement important parce que on a très souvent tendance à les confronter, le fameux cinéma théorique, les articles théoriques nouvelle vague avec ce cinéma-là qu'on a, comme tu as dit, un cinéma impur, mais en même temps, Dionnet, ce que fait Dionnet avec le cinéma de quartier, c'est une manière aussi de réhabiliter des auteurs. C'est un peu ce qu'on fait. Oui, je ne sais pas si Dionnet avait conscience de ça. Je ne sais pas ça pour le coup. Mais ça y est, c'est des auteurs au final. Pour continuer sur le cinéma anglais, il y avait aussi la phrase de Godard. Je ne sais plus, le cinéma anglais, le cinéma de rien. Et ce qui a donné naissance à un site que je vous conseille, qui est très passionnant, qui s'appelle cinéma de rien, je crois, .com, .net, .fr, vous pouvez fouiller. Et c'est quelqu'un qui fait des critiques assez passionnantes de tout ce cinéma anglais, donc des classiques, des séries télé,
est assez passionnant. Mais bref, c'est vraiment, faut dire qu'effectivement, il y avait une partie de la critique qui n'aimait pas ce cinéma-là, et puis surtout ce cinéma-là, c'était un cinéma qu'on voyait pas facilement, parce que faut aussi se rappeler que les durées de vie des films, ou l'exploitation des films étaient totalement différentes. C'est-à-dire que les films pouvaient avoir 3 vies. C'est-à-dire qu'un gros film sortait d'abord à Paris, dans 3-4 salles en exclusivité. 4 salles seulement, hein, pendant une semaine, et puis au fur et à mesure, on rajoutait des salles. Si les séances commençaient à se vider, ça voulait dire que d'autres films en exclusivité allaient arriver, et puis ces films-là allaient arriver dans des salles un peu moins prestigieuses, et puis dans des villes un peu secondaires. C'était plus Paris, c'était Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, plus des villes de province, et puis après, ça finissait où les films pouvaient avoir une vie dans des cinémas de quartier un peu plus secondaires, voire tertiaires. Et selon la qualité du film, le film pouvait dire, bon, on va même pas le mettre à Paris, on va le mettre juste en province, celui-là. C'est pour ça qu'il y a des films qui sont sortis qu'en province, parfois. Des cinémas d'exploitation, ou même, il y a un film un des films qui est le plus recherché dans l'histoire du cinéma français. C'est un film qui s'appelle Nazi dans le métro, qui a la particularité d'être écrit par... Non, mais c'est intéressant. Il est écrit par... C'est génial. Il est par... mince. Pierre Desproges. Pierre Desproges a fait ce film-là, Nazi dans le métro, ou La face cachée d'Adolf Hitler, qui est un film qui est une comédie, bien évidemment, et qui est sorti qu'en province, qui ne semble pas être sorti à Paris. Donc, c'est des films comme ça qui étaient faits avec des économies un peu parallèles, etc., et puis qui finissaient leur vie directement, soit dans les salles de quartier, donc des salles où la place de cinéma était beaucoup moins chère aussi, forcément, c'était moins prestigieux. Quand on regarde les souvenirs des gens qui ont été dans le Brady dans les années 70 et 80, j'ai pas vécu cette époque-là. Il y a un romantisme aujourd'hui, mais c'était des salles où il fallait y aller, mais il fallait quand même peut-être être accompagné. Il fallait pas y aller en étant mineur. Dans les toilettes, on savait pas trop ce qui se passait. C'était crade. Les copies étaient souvent coupées. C'est des films qui étaient dans des copies qui avaient beaucoup tourné. Dans des versions tronquées, des versions en VF uniquement, etc. Donc c'est aujourd'hui, enfin c'est après, dans les années 90, qu'on a commencé à réévaluer, même plutôt 2000, on a commencé à bien les réévaluer en ayant des copies propres, restaurées, au format complète, et des appareils critiques qui permettaient de remettre dans le contexte. Mais ce cinéma-là était souvent pas caché, mais abandonné à des salles on va dire, populaire aussi, grand public, mais pas grand public. Enfin, voilà, c'était des films qui n'étaient pas que de toute façon les grands critiques ne voyaient pas parce que c'était pas projeté en projection presse. C'était des films où il fallait se battre pour aller voir ces films. Enfin, il fallait se battre. Pas se battre, mais c'était compliqué de voir ces films-là pour en parler parce que ça passait pas par les billets de la presse, etc. Donc, effectivement. Mais il y a toujours eu une presse qui, quand même, c'est un peu moins. Ça, c'est une image un peu. Épurée enfin pas épurée, mais lissée par le temps et simplifiée. Mais c'est vraiment passionnant de reprendre les critiques, les vieilles critiques. Si vous avez la chance d'être, pas la chance, si vous êtes parisien et que vous avez la chance d'aller à la Cinémathèque et que vous avez 1 heure ou 2 à perdre, montez à ce qui s'appelle la BIFI, la bibliothèque du film, au-dessus. C'est assez passionnant. Vous avez tous les numéros des cahiers du cinéma, Positif, L'écran fantastique, Mad Movies. Toutes les revues de cinéma existent, c'est énorme, c'est un accès libre, et vous pouvez aller voir quelle a été la réception d'un film. Et parfois, vous avez des choses très étonnantes. Notamment, moi, je m'étais rendu compte que un film bricolé avec Darry Cole et De Funès était considéré comme un des 10 films de l'année par Jean-Luc Godard. C'est pas le film de Norbert Carbonneau? Si, c'est Norbert Carbonneau, qui est quelqu'un qui me passionne un peu. Là, mais même vraiment, j'ai eu une obsession pour lui, surtout que je travaille sur un projet un peu cousin. Voilà, et c'est quelqu'un qui a fasciné la nouvelle vague. Et quand Truffaut et Godard, et quand on regarde les critiques, à première vue, on se dit, bon, De Funès, voilà, c'est celui qui tient, que la critique arrive avec mépris, etc. Pas du tout, c'est plus compliqué que ça. Pareil, Lautner raconte souvent, beaucoup de réalisateurs, quand on les interviewe dans les années 90-2000, ils aiment bien dire ce que le journaliste a envie d'entendre. Et l'image d'Épinal, c'est oui, les critiques m'ont traité plus bas que terre, etc. On regarde, c'est peut-être le cas, mais parfois on regarde, les critiques sont plus nuancées. Et parfois, un réalisateur a tendance à regarder, ce qui est normal, les mauvaises critiques en disant ils n'ont rien compris, c'est des nuls, et mettre de côté les bonnes critiques. Donc c'est toujours plus compliqué que ça. Dionel lui allait mettre un peu allait déjà apporter les films à la télévision pour qu'on puisse les voir en copie restaurée, dans bon format, et en essayant d'expliquer cet appareil critique. Ces histoires de copies complètes, de versions alternatives, etc., qui était un truc qui est très commun dans le cinéma d'exploitation,
je pense que je l'ai entendu la première fois dans Cinéma de quartier. Et puis, il rendait vraiment ça accessible. C'est-à-dire que quand je faisais mes recherches, il n'y avait pas beaucoup d'interviews de Dionnet, encore moins de ses équipes, mais très peu d'interviews de Dionnet, mais il y en avait quelques-unes dans les journaux télé sur lesquels j'ai pu mettre la main, grâce à Jérôme Mouibon qui allait me les exhumer, que je remercie, parce qu'il m'a beaucoup aidé pour cet ouvrage, notamment. C'est quelqu'un qu'humainement j'aime beaucoup, qui est un ami que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup aidé, entre guillemets, pour ce projet, notamment. Et dans une des interviews de télé, qui date du tout début de l'émission, il explique que l'émission, c'est un mélange entre Cinéma de minuit et le Club Dorothée. Ce qui peut paraître étonnant quand on y réfléchit, mais c'est assez malin. C'est-à-dire que lui, il dit, voilà, je vais m'adresser aux familles, que ce soit grand public, et puis toujours cette idée de grand écart, de dire, voilà, je vais montrer un cinéma, un anti-cinéma, une contre-histoire du cinéma, un anti-cinéma, une anti-cinéphilie. Donc voilà, je vais aller piocher là-dedans. Mais il le faisait très sérieusement, un peu à la manière de Brion. Je pense qu'il a pris ça de Brion, c'est essayer d'avoir cette présentation, allez, plus grand public et plus fun qu'une voix de Brion pour laquelle on est beaucoup à avoir de la passion, parce que quand on aime Cinéma de minuit, on aime aussi sa voix, ça fait partie du charme, mais c'est pas très fun. Et Dionnet s'est dit, moi je vais faire une version un peu plus fun, un peu plus enlevée, donc il va se mettre en scène, et puis après il va se calmer un petit peu en essayant d'être un peu plus sobre dans sa présentation, mais toujours avoir cette présentation qui est une sorte de fil rouge et qui permet de se dire, ah ben ce film, je sais où il se situe dans une cartographie, qui est, pour moi la cinéphilie c'est une cartographie, c'est de se dire, bah, tel film va là, tel autre film va là, tel autre film va là, il y a des liens entre ça et ça, et puis si tel film est fait, c'est parce que c'est en réaction à ce film-là, ce film est fait à rater parce qu'en face, c'est placé dans une sorte d'immense carte, chaque point, et c'est de les relier entre eux. Et Dionnet faisait ça, et en plus, il disait, bah, en plus, ce réalisateur-là qui a fait ça que vous avez aimé, et celui-là que vous allez voir, bah, il a fait ça, qui sont très intéressants avec le même scénariste. Scénariste qui a travaillé aussi avec tel autre film de Truffaut, de Godard ou de Hitchcock, parce qu'il aimait bien séparer cette explosion, etc. Donc, essayer de multiplier les passerelles. Mais c'est un véritable sismographe, hein, c'est aussi une espèce c'est un explorateur et aussi un sismographe, Dionnet, parce que comme il le dit très bien dès le début, c'est que il faut aller chercher, il faut aller dénicher, il faut essayer, comme tu l'as très bien dit, Sylvain, il y a aussi le fait de prendre les génériques et de dire, bon, bah, celui-là, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Et là où je veux venir c'est que il y avait qu'est-ce qui vous avait, avec le recul, hein, avec le recul, je te demande pas de me dire exactement ce que tu pensais à l'époque quand tu les as découverts, mais plutôt maintenant avec le recul, donc avec ton expérience de loueur de cinéma, comme dirait Luc Moulet, qu'est-ce qui te plaisait dans Cinéma de quartier et ensuite dans Quartier Interdit, parce que ça, il faut qu'on en parle aussi de Quartier Interdit. Quand j'ai commencé à regarder l'émission, je pense que j'étais pas cinéphile. Encore une fois, je voulais juste regarder des films. Mais avec le temps, je suis devenu cinéphile. Il y a une émission, un cycle qui m'a intéressé. C'était un cycle plus tardif. Hein. Je regardais déjà des films comme ça de manière éparse. Un cycle mince. En plus, c'est 50 ans. Un cycle Jean-Pierre Melville. Où là, en fait, là où j'étais habitué à voir des films plutôt d'exploitation, j'avais accès à une filmographie un peu plus noble, en tout cas anoblie, etc. Et le fait que Dionnet présente ça tout un été, 3 mois consacrés à Melville, et je crois qu'il manquait un ou deux films dans la filmographie intégrale de Melville, et il y avait à la place le Trou de Becker, qui est un film qui avait inspiré Melville. Ça m'a permis de me dire, waouh, donc moi je connaissais 2-3 Melville, là j'avais accès à plein de films que je ne connaissais pas, donc il y a eu cette envie de chercher, de compléter, qui est vraiment apparu à ce moment-là. Et aussi, cette idée de faire un lien entre le Trou de Becker et l'œuvre de Melville, et puis aussi tout le polar français, et aussi tout le reste du cinéma. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que, ah oui, d'accord, donc les films qui passent, qui sont en dehors de ce cycle-là, peuvent être aussi rattachés à des grandes œuvres. Et cette idée de dire, on peut passer des grandes œuvres, des œuvres un peu plus mineures, je parle en termes pas d'importance dans l'histoire du cinéma, mais de place dans l'histoire du cinéma, ce qui ne veut pas du tout dire que les films ne sont pas bons ou méprisables ou méprisés, juste l'émission pouvait le contraire. Ça permettait de donner faire des liens. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Avant, je regardais les films de manière un peu indépendante. Et puis, parfois, il y avait des choses qui étaient dénichées, qui étaient complètement incroyables, parce que si au début, comme je disais, l'émission était considérée comme une émission grand public et pour enfants,
dans la dernière partie de l'émission, il y avait des films comme La Traque de Serge Leroy, qui sont des films complètement traumatisants. Quand on regarde ça un samedi matin, avec les yeux encore un peu brumeux, en disant, bon, qu'est-ce que je vais voir? Un film français où je connais pas. Bon, il y a Marielle, ça va être marrant. Bah non, c'est pas marrant. Donc, voilà, c'était genre de choses. Et cette idée l'émission a apporté une idée de se dire qu'il y a toujours des choses à dénicher aussi, des choses à creuser, de niveaux différents, forcément. Il y a aussi des choses qui sont passées, et même Dionnet était le premier à reconnaître, même dans ses présentations, de dire que certains films, c'était des bêtises du cinéma. C'était pas des grands chefs-d'œuvre, mais c'était des plaisirs un peu coupables ou des choses un peu mineures. Mais, j'aime pas le mot mineur, mais des choses un peu moins importantes, mais en tout cas assez intéressant pour les complétistes comme curiosité, quelque chose qui peut nous apprendre effectivement sur un acteur qui accepte ce projet, pourquoi ce projet a été fait, pourquoi il a raté, pourquoi il n'est pas devenu aussi il n'est pas atteint la place que peut-être qu'il aurait voulu au début ou pas du tout. Pourquoi ce film-là c'est juste une curiosité, mais ça vaut quand même le coup de le voir parce qu'il y a deux, trois choses à laquelle on peut relier dans l'histoire du cinéma. C'est ce muscle-là m'a vraiment, cet état d'esprit-là m'a vraiment beaucoup intéressé. Mais je pense qu'encore une fois, comme beaucoup, je prends l'exemple de mon père, parce que je me suis rendu compte au bout d'un moment que mon père regardait sur une autre télévision le samedi matin l'émission. Parfois, on regardait les mêmes films, pas au même endroit, parce que c'est un peu ridicule, mais voilà, il regardait de son côté, moi je regardais du mien. Et on s'était rendu compte qu'on avait vu le même film. Et mon père regarde beaucoup de films, mais c'est le premier à s'en défendre, ce n'est pas un cinéphile. C'est comme je disais, c'est un filmophile. Il regarde beaucoup de films, il est curieux, ça intéresse, c'est un plaisir. Il y a un film, c'est bien, c'est pas bien, etc. Moi, j'ai commencé à regarder, à m'intéresser au cinéma, comme tout le monde. On commence pas en étant cinéphile, on regarde des films pour le plaisir de voir des films, pour le plaisir de voir des histoires ou des choses qui va toucher une certaine sensibilité. Et puis au fur et à mesure, on se rend compte que non, on peut avoir ce virus-là de la cinéphilie. Et je l'ai eu au cours de l'émission, je pense. Grâce à d'autres choses, mais notamment grâce à Dionnet, grâce à d'autres émissions, grâce au support DVD, notamment, qui m'a beaucoup enrichi, etc. Et voilà, donc ça, je ne sais pas si ça répond à ta question. Non, si, ça répond carrément à ma question. Et comment, généralement, quand on écrit un livre sur quelque chose, ou sur un sujet, enfin sur un cinéaste ou un sujet ou je ne sais quoi, il y a toujours aussi, souvent on ne le dit pas, mais parce qu'il y a aussi un manque. On se dit, tiens, il manque ça, il manque cette manière de dire. Par exemple, on peut écrire un bouquin sur Ford, ça a été écrit, il y a eu des centaines de bouquins, mais souvent on se dit, ça n'a pas été traiter cette manière-là. Est-ce que le fait de se pencher sur cette histoire du cinéma de quartier et un peu quartier interdit, est-ce qu'il y avait aussi un manque te concernant? Il y avait deux manques. En fait, il y avait deux manques parce que déjà, il n'y a pas d'autres bouquins sur cinéma de quartier. Tout ce qu'on a de cinéma de quartier, c'est ce que Dionnet a écrit dans son autobiographie qui s'appelle Mémoire, dans laquelle il y consacre 15 pages. Et après, je me suis dit, c'est quand même dommage parce que c'est une émission qui est assez importante. Il y a plein de choses à dire. L'autre manque important, c'est qu'on n'avait pas la liste complète de ce qui était passé dans le cinéma de quartier. Et ça, c'est une liste que j'ai commencée il y a 10-12 ans, après l'arrêt de l'émission, parce que l'émission s'est arrêtée il y a 16 ans, parce que c'était en 2010. Donc, oui, c'est ça. Décembre 2010, donc ça va faire 17 ans. Ça fera 17 ans. Non, ça va faire 16 ans. C'est 16 ans. Tu veux dire l'émission s'est arrêtée en 2007, voilà, c'est ça, en 2007. 2007, et pardon, excuse-moi, je m'en prie. L'émission a 16-17 ans, il s'est arrêté il y a 16-17 ans, et dès l'arrêt de l'émission, vers 2008-2010, je me dis, c'est quand même moi j'ai quand même gardé quelques éléments parce que ça m'intéressait d'avoir chaque mois, les abonnés de Canal recevaient un catalogue avec tout le programme du mois, une sorte de journal télé, mais réservé aux abonnés. Ce qui était très pratique. Et la dernière page était consacrée généralement à cinéma de quartier. Donc je l'ai découpé, je les gardais. C'est un peu une sorte de fétichisme d'archiviste, etc. Obsessionnel même. Mais voilà, j'avais ça. Je me suis dit, mince, j'ai tous les derniers mois, je les ai, de, je sais pas, 2004-5 à 2007. Il m'en manquait peut-être quelques-uns ou que j'avais manqué, mais j'avais la plupart. J'ai commencé à essayer de fouiller un petit peu pour essayer de
remplir cette liste. Et j'ai eu cette liste-là complète il y a un an et demi ou 2 ans. Et à partir de là, j'avais ça, ce qui me permettait d'avoir une vue d'ensemble, de me dire que, bah oui, effectivement, ça, c'est pas passé à Cinéma Quartier comme on aurait pu le. Il y a des films, j'étais persuadé qu'ils étaient passés. Je me dis, ça, c'est une évidence. Le film, je sais pas, Django de Sergio Corbucci, on se dit, il est forcément passé, vu que Le Grand Silence est passé, est passé 1 ou 2 fois même. C'est un film qui est important. Il a passé plusieurs films de Sergio Corbucci. Celui-là, c'est un des 2 plus grands westerns de Sergio Corbucci. Il est forcément passé. C'est 100% dans l'ADN de Cinéma Quartier. Ben non, il n'est pas passé. Pareil, Dionnet pensait avoir passé Salo ou Les 101 journées de Sodome de Pasolini dans Quartier Interdit. Il le dit en interview il y a encore. Même moi, quand je l'ai interviewé, je me suis rendu compte qu'il ne l'avait pas passé. Donc, il avait dû confondre avec un autre film. Ou peut-être que le film était passé sur une autre case, parce qu'il y avait Canal, dans lequel il y avait Cinéma Quartier et Quartier Interdit, mais il y avait aussi Ciné Plus, il y avait d'autres bouquets dans lesquels Dionnet intervenait. Je crois que c'était Boukrieff qui l'avait passé, Salo, je crois. C'est possible, oui. Ouais, c'est possible. Je n'ai pas retrouvé dans tout ce que j'ai fouillé, exhumé toutes les listes, parce qu'il y avait Quartier Interdit, les 4 saisons de Quartier Interdit avaient été listées sur Wikipédia, mais il peut toujours y avoir des erreurs. Donc j'ai essayé de fouiller. D'ailleurs, il manquait 2-3 petits détails de documentaires, ou pour un cycle Massacre à la tronçonneuse, il y avait aussi des scènes coupées qui avaient été passées, ou 1 heure de scènes coupées ou de rush. Donc je me suis dit, c'est intéressant de le noter quand même. Donc, dans mes recherches, j'ai pu compléter, mais j'ai pas vu de Salo, le Salo de Pasolini passer dans cette case-là. Donc ça m'a servi d'avoir cette vue d'ensemble, qui permettait de voir aussi qu'il y avait énormément de films que je n'avais pas vus, forcément, parce qu'il y a eu 950 films, je crois que c'est 90 dans Quartier Interdit et 950 dans Cinéma de Quartier. Et ça me paraissait important de le publier avec l'histoire de la revue. Finalement, j'ai fait l'histoire de la revue après, une fois que j'avais tout ça, ce qui m'a aidé à avoir des fils conducteurs. Quand quelqu'un me disait, oui, il y a un film qui est passé, je ne savais plus, je pouvais rebondir, ou sur l'année, ou quand Dionnet me disait qu'en 90, il avait passé ça, ou 92, il n'avait pas passé ça, ou que l'émission avait commencé en 89, comme il l'avait dit dans sa bio. Je crois que c'est une erreur qui provient d'Internet, et ça a été repris, et je pense que quand Dionnet a écrit ses mémoires, il s'est trompé d'annonce, qui est plus qu'humain, ça date d'il y a plus de 30 ans, et il s'est trompé dans l'année, et donc moi j'ai pu regarder, vérifier, etc. Donc après, le travail une fois que j'avais toutes ces recherches, j'ai pu commencer le travail de détective et de remettre les pièces du puzzle dans le bon ordre. Et après, donc du coup, j'ai pu essayer de me dire, mais comment ils ont pu passer tous ces films-là à cette époque? Parce que quand l'émission commence, c'est de la sous-culture. C'est vraiment considéré, comme tu disais, globalement, même s'il y a certains films qui sont défendus à droite à gauche dans certaines revues prestigieuses, on regarde ça un petit peu comme quelque chose de au mieux, c'est distrayant, au pire, c'est abétissant, c'est du sous-cinéma, etc. Et même si Dionnet fait une présentation, bon, ça donne une image un peu de contre-culture à la chaîne Canal. Nous, on passe les films qu'on ne voit pas ailleurs, mais ça reste quand même de la sous-culture. Après, très rapidement, parce qu'il y a eu des passeurs qui ont commencé à s'intéresser à ce cinéma-là. Tu parlais de Kota Favi, c'est Tavernier qui a toujours défendu Kota Favi comme étant un grand metteur en scène, etc. Donc à travers ces films-là et d'autres films, et des films qu'on pouvait enfin voir des copies complètes et avec un petit appareil critique, mais aussi le changement de génération, parce que ce sont les années Starfix, c'est les années où les tranches festivals commencent à Paris. C'est le moment où commencent les soirées bis, les séances bis à la Cinémathèque de Jean-François Roger, avec ses doubles programmes un vendredi sur 2, qui joue aussi beaucoup pour essayer de rendre visibles ces films-là. Et c'est le moment où on a Starfix et où Tarantino gagne sa Palme d'Or avec son deuxième long métrage, Pulp Fiction, et lui, c'est un peu le porte-parole de cette culture. Donc, ce qui était de la sous-culture est devenu en quelques années de la contre-culture, grâce au travail de Dionnet, mais pas seulement grâce au travail de milliers de personnes. Et puis, tous ces événements-là, dans un mouchoir de poche, ont fait qu'on s'est enfin intéressé à ce cinéma-là, qui était la contre-culture. Et puis, quand l'émission s'arrête, c'est plus de la contre-culture, c'est de la culture. D'ailleurs, Dionnet le dit dans sa dernière présentation, nous avons gagné ce soir, en citant le film de Robert Wise, c'est de dire, voilà, nous, on est
c'est gagné, quoi. Le travail est fait et ce cinéma-là a été découvert et exhumé en grande partie. Il reste des choses à découvrir, mais on ne peut plus dire quand l'émission s'arrête, voilà, un film de Mario Bava, c'est pas intéressant, Mario Bava. Maintenant, même les Mario Bava considérés comme mineurs, c'est des pépites exhumées, voire même, et ça c'est un côté un peu roublard de l'émission. Et justement, à ce titre-là, il y a quelques semaines, j'ai découvert un film que j'avais manqué, parce que j'ai pas tout vu, même si j'ai pu en rattraper beaucoup depuis 2 ans, j'ai pas tout vu de ce qui était passé dans le cinéma de quartier. C'est un film qui s'appelle La bataille de Marathon, qui est crédité de Jacques Tourneur et Mario Bava. Et en fait, en faisant mes recherches après avoir vu le film, je me rends compte que le film a été tourné à 90% par Jacques Tourneur. Mario Bava était l'assistant ou le chef opérateur de Jacques Tourneur et qu'il a réalisé une scène de 3 minutes à la fin, qui est une scène sous-marine, 3 ou 5 minutes, et qu'il y a une scène de bataille qui est filmée par le producteur du film. Parce que Jacques Tourneur avait dû quitter le tournage, parce que je crois qu'il avait fini ses 10 semaines de tournage et il y avait eu un peu de retard. Et voilà. Et donc, en fait, le film qui a longtemps été crédité de Jacques Tourneur, là, a été crédité de Mario Bava, parce que Mario Bava a fait effectivement la photo, et puis quelques minutes, mais c'est vraiment, et le producteur n'est même pas crédité d'une certaine manière. Donc ça veut dire que Mario Bava a été mis en avant pour que des gens comme moi fassent un film de Mario Bava que je ne connais pas, il faut que je le regarde, et en fait c'est un peu le côté un peu forain de l'émission qui faisait que ce nom était mis en avant pour donner envie aux gens de le voir. Et aujourd'hui c'est considéré comme presque un film co-réalisé, alors qu'en fait pas du tout, Mais il y a une chose, alors je rebondis sur ça, sur cette anecdote-là, mais aussi sur 2-3 aspects que tu as soulevés concernant le personnage Dionée, parce que c'est vraiment un personnage. Page 17, au tout début du livre, dans l'avant-propos, tu dis, au crépuscule donc de ton projet, de ce projet littéraire, j'envisage d'adresser une théorie. Si Dionée a su transmettre tout un pan du cinéma et y convertir de nombreux adeptes, c'est peut-être grâce à ses talents de conteur, de tribun, de passeur. Certes, il est moins précis qu'un historien, moins fidèle qu'un critique, et il s'est parfois arrangé avec la vérité, à l'instar d'un Jean Boulet, dont beaucoup s'accordent à dire qu'il serait le digne héritier. Mais cette transmission se fit toujours avec une passion gourmande et au profit de la cinéphilie. Tel un personnage de John Ford, Dionée a toujours préféré imprimer la légende avec une énergie communicative. Qu'importe si Tarantino ou Scorsese furent des spectateurs assidus ou occasionnels, l'histoire est belle et marque les esprits, contribuant à faire des spectateurs de l'émission une grande famille de cinéphiles avec Dionée comme patriarche. Sans cette fantaisie, je suis certain que le message n'aurait pas porté autant et ma cinéphilie, comme celle de tant d'autres, serait plus terne. C'est beau et très étrange en même temps parce qu'on sait que bon, parfois il a tendance à c'est pas des mensonges, mais il joue avec le réel. Et c'est beau, ça, je trouve. Oui. Alors ça part de quelques lignes. Ça, c'est une information que j'ai pas pu vérifier. Et Dionée m'assurait avant la parution du bouquin, et m'assure encore il y a quelques jours que chaque émission était très rapidement envoyée en VHS puis après en DVD à Tarantino et Scorsese, qui étaient des fans de l'émission. Quand j'étais gamin, je dis c'est génial, je regarde la même chose que Scorsese, peut-être même avant lui, ou de Tarantino, et donc ça enrichit, ça donne encore plus de valeur aux films qu'on va voir. C'est-à-dire que les films qu'on va voir intéressent quand même des grands cinéastes, c'est pas rien. Au moment d'écrire le bouquin, avec le temps, je me dis, attends, toutes les émissions envoyaient des VHS, en plus c'est en PAL en France, en Angleterre, parce que Scorsese passait, mais même aux États-Unis, ils peuvent pas lire le PAL. Et puis quand même, ils vont avoir les films en italien sous-titrés anglais, français, ou même en français pour des films non sous-titrés, comme quand ils passaient des films français. Ça me paraît pas forcément crédible. Et quand j'ai demandé à des gens qui ont travaillé sur l'émission, il y en a qui m'ont dit c'est pas possible, qui m'ont dit ça m'étonne, je sais pas. Donc voilà, je sais pas quoi faire. Il y a un moment où j'avais fait une liste de choses qu'il fallait mettre dans mon livre, puis j'ai mis les pièces de puzzle une à une, et puis cette pièce-là, j'ai toujours mis de côté, parce que elle va jamais rentrer quelque part, et puis si je la vérifie pas, comment je fais, etc. Je dis, je vais l'utiliser dans l'intro pour expliquer, parce que ça représente bien ça. Finalement, c'est pas important. L'histoire est super belle, et puis Dionée, c'est le monsieur loyal d'une cinéphilie qui va arriver devant le chapiteau, qui va rentrer, vous allez voir des films italiens, des films français, des chefs-d'œuvre méconnus, le plus grand film de tel réalisateur. Puis on se rend compte que bon, c'est un film sympathique, mais comme il était invisible, il y a un romantisme là-dedans. Il y a ce plaisir là, ça fait partie aussi
ça fait partie du goût de la cinéphilie. D'ailleurs, il y a eu tout un courant comme ça, c'est-à-dire que quand le DVD est apparu, je me souviens d'un article, alors c'était qui? Est-ce que c'était Frédéric Thibault qui est plume dans Mad Movies maintenant, ou qui était plume dans Mad Movies et qui travaille à Toulouse, à la Cinémathèque de Toulouse, qui pendant longtemps, il y a très longtemps, au début des années 2000, je suis tombé sur un de ses articles qui est assez passionnant, où il expliquait que grâce au DVD et il n'y a pas encore le Blu-ray, au DVD, on peut enfin évaluer ces chefs-d'œuvre. Comme ces films-là sont exhumés et visibles par un grand nombre, on peut enfin les juger réellement. C'est-à-dire que quand les films étaient disponibles que dans des petites salles de quartier, ben on les jugeait d'une certaine façon, mais quand ils ont commencé à passer à la télé et à la télé et même à sortir pour un grand public en vidéo physique, en DVD, dans des copies complètes, etc., on a commencé à se dire, mais non, mais en fait, la version longue du film, c'est juste 1 ou 2 scènes de plus, mais ça ne change pas du tout le ton du film. Si le film était raté en version courte, il n'est pas toujours. Et puis le film qui était considéré comme une pépite méconnue, c'était juste un film méconnu, qui n'était pas terrible. C'est parce que l'histoire du cinéma l'a un peu balayé. Mais en tout cas, le romantisme qu'il y avait sur certains films, des 4 personnes qui disaient que le meilleur film de Mario Bava, c'était, je sais pas, Une nuit mouvementée, qui est un film plutôt mineur, une sorte de remake de Rashomon. Je ne sais pas si c'est plus ou moins volontaire, c'est une histoire, une comédie érotique sur 4 points de vue. Bah, quand on y a accès, on se dit c'est bien parce qu'il y a 1 ou 2 scènes où on reconnaît un peu Bava, et encore, mais ça reste très 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 mineur. Mais comme il y avait très peu de personnes qui l'avaient vu, les gens qui l'avaient vu disaient bah ça c'est le meilleur film de Bava, ça forcément. Donc il y a eu beaucoup d'histoires comme ça de méprise du cinéma en disant que une intelligentsia ou une contre-intelligentsia, parce que ça marche dans les deux sens, enfin, en tout cas des groupes de fans aimaient bien exhumer, par exemple, je n'ai pas le goût de tout le monde, donc j'ai ce petit film-là qui est le meilleur et qui est un chef-d'œuvre, etc. Puis quand on le regardait, quand on tombait sur un Wicker Man, c'était passionnant, quand on tombait sur Le Grand Silence, c'était passionnant, mais quand on tombait sur des choses un peu plus mineures, même si c'est des grands réalisateurs, bah, on les revoyait un petit peu à la baisse, et puis le mythe du cinéma... sur certains films pouvait s'écrouler parce que le chef-d'œuvre du cinéma bis, ça pouvait être un film un peu lambda, quoi, finalement. Donc, mais c'est exactement ce que c'est marrant, hein, tout ça, parce que c'est exactement ce que disait Godard quand il parlait de son adolescence, enfin plutôt la fin de son adolescence, et que il y avait des films qui n'étaient pas encore exploités en France, et lui ou sa génération avait lu plutôt des comptes rendus, c'était pas forcément des critiques, mais des comptes rendus sur certains films extraordinaires venant d'Amérique. Et il disait, bah, nous, à la base, on se disait, ce sont des chefs-d'œuvre. Ce sont des chefs-d'œuvre. Et puis ensuite, on a pu les voir parce que je crois que il y avait une espèce de, enfin, il y a eu une année, enfin, c'était politique. Et puis ensuite, il y a pu avoir l'entrée des films américains sur le territoire français. Faudrait vérifier ça. Et là, il y a eu des illusions, ou alors il y a eu ou réconfort. Enfin, je sais pas. Mais c'est marrant parce que chaque génération se retrouve dans cette situation-là. Mais c'est pareil. Mais finalement, que le film soit mauvais ou pas mauvais, le plus beau, c'est d'avoir suscité en essayant de bien vendre le film, parce que ce que fait aussi Dionnet dans un autre sens, hein, mais il le dit. On a envie de le voir, le film. On a envie de le voir. Et puis une fois qu'on le voit, on peut être déçu ou pas que ça. Mais cette idée, ce fantasme de film qu'il y a eu, c'est toute l'histoire des passeurs et de la critique, où on va s'exciter à des moments sur des films parce qu'ils sont bien emballés, bien présentés, ils sortent au bon moment. Et puis, une fois que c'est passé, bah, qu'est-ce qu'il en reste? Parfois, il reste des œuvres qui restent extrêmement fortes. Et puis, d'autres fois, les films ont perdu un petit peu de leur goût. Et puis les goûts peuvent changer. Moi, je sais que j'avais vu que Dionnet avait passé, mais c'est pas pour ça que j'avais regardé, mais il y avait eu tout un cycle sur Claude Sautet. Et pendant le confinement, j'avais vu 2 films de Claude Sautet, j'étais passé à côté. J'avais 18-20 ans et j'avais trouvé ça très bavard, j'avais pas accroché. J'ai revu ça, donc pendant le confinement, je me suis refait 1 ou 2 que j'avais sous la main qui n'étaient pas disponibles. Et puis, coup de bol, il y en a qui étaient arrivés, je ne sais plus, sur Canal ou Netflix. Et j'ai pu y avoir accès. J'ai dit, en fait, c'est super bien. Et j'ai rattrapé tous ceux que je n'avais pas vus. Et effectivement, c'est assez passionnant. Mais je les avais vus trop jeunes au mauvais moment. Donc, en fait, même soi, on peut bouger. Et puis, quand on présente un film en tant que, on va dire, cinéphile professionnel, que ce soit Dionnet ou même Godard, dans le cas que tu citais, ou même les journalistes qui ont inspiré Godard, ou les critiques, ou les papiers qui ont inspiré
qui ont donné envie à Godard de voir ce film-là. C'est vrai, c'est ce côté tribun est vraiment très très important, quoi, d'essayer de. Oui. Et puis en plus, dans le cas de Godard, Truffaut et toute la nouvelle vague, l'idée c'était de faire table rase du passé pour construire autre chose. Et donc, oui, bon, je sais pas. C'est ça, autre sujet. Mais tu vois, par exemple, il y a le film de Jerry Lewis, le fameux film de Jerry Lewis, que je pense tout le monde a envie de, en tout cas les cinéphiles, le fameux The Day the Clown Cried, qui se passe dans un camp de concentration. Tu as certains qui disent qu'ils l'ont vu et qui est vraiment juste, c'est un très mauvais film. Enfin, c'est vraiment un peu l'Arlésienne, ce film-là, et c'est de cela. Comment tu as construit ce livre en essayant non, parce que tu y as réussi, mais surtout en ne pas trop misant sur sur l'émotion, parce que c'est quand même un cinéma qui t'a construit. Comment fait-on? Tu parles de nostalgie du coup. Je parle surtout du fait que ça soit c'est un cinéma tellement important dans ta vie de cinéphile. Et quand on veut commencer à écrire un bouquin là-dessus, il faut parfois, je pense, faire attention à ne pas trop sombrer, tu sais, dans les sentimentalismes, tout ça, d'être vraiment très. Et donc, comment on construit ce genre de livre sur cette émission-là? Eh bien, déjà maintenant que j'avais cette filmographie et que je voulais en faire quelque chose, je me suis dit qu'il faut raconter l'histoire de l'émission. Je me suis rendu compte que si j'allais voir Jean-Pierre Dionnet, j'allais avoir qu'une seule voix. Et puis Dionnet en avait déjà parlé pas beaucoup, mais il en avait parlé dans les interviews, dans les podcasts, des émissions radio, etc. J'avais les sources de tout ça. Et je me suis dit que ça doit être intéressant de comprendre l'émission, parce que je travaille chez Gaumont Vidéo, comme tu disais au début, ça fait 7 ans. Et j'ai compris qu'en fait, pour exploiter un film ou pour rendre un film visible, il faut 2 choses. Il n'en faut pas 12, mais il en faut 2. C'est essentiel. Il faut que 2 choses, deux choses soient au vert. Il faut que les droits, juridiquement, on puisse exploiter le film, l'œuvre, en vidéo, à la télé, au cinéma. Et il faut que techniquement, on ait de quoi le passer. Si on a une copie dégueulasse, si on n'a pas de matériel pour sortir le film, on ne peut pas le sortir. Si on a du matériel impeccable qui permet de faire un DVD, mais que finalement, on n'a pas les droits, le film ne sera pas visible. Donc ces 2 questions-là, c'est des questions essentielles. Et pour la programmation télé, c'était pareil. Donc j'avais ça en tête quand j'ai commencé à écrire le livre. Et je me suis dit que ces questions-là étaient assez passionnantes. C'est comment ils ont réussi à... parce que quand on réfléchit à ça et quand on a une petite vision comme j'ai aujourd'hui de la problématique, je me dis, mais aujourd'hui, quand je dois chercher les droits d'un film, déjà, je regarde si c'est une édition DVD, mais avant, il n'y a pas de DVD. Même il y a peut-être des VHS, mais c'est des films qui n'étaient pas exploités. Comment on fait pour retrouver les chaînes de droits? Aujourd'hui, quand on veut rechercher les droits d'un film, on va sur un site qui s'appelle RPCA. C'est un site fait par le CNC où ils vont essayer de recenser au maximum les droits, comment sont passés les droits de telle main à telle main. Et ça, on est sur Internet. Comment on faisait à l'époque où on n'avait pas forcément des filmographies complètes dans des bouquins pour savoir quelle est la chaîne de droit de tel film. Et il a fallu... Et cette question m'a même passionné. Je me disais, mais comment ils ont fait pour passer ça? Comment ils ont fait pour restaurer? Comment ils ont fait pour trouver des copies? Là, il y avait les collaborateurs de Jean-Pierre Dionnet qui étaient très importants. Je pense à Alain Petit, notamment, qui fait beaucoup de recherches et qui avait une cinéphilie très large et qui avait rejoint l'équipe de Dionnet, qui permettait lui d'aller chercher des copies et des films. Il savait où trouver des films. Une figure comme Carlos Silva, quand j'ai commencé à interviewer les personnes qui ont collaboré avec Dionnet, parce que ça me paraissait important de multiplier les paroles. Il y a une figure qui est ressortie, c'est Carlos Silva, qui est un personnage complètement fantasque, qui est complètement très haut en couleur apparemment, qui lui savait où trouver des copies et savait où dénicher des choses un peu rares, etc. Dans la famille Barsanti, parce que la famille Barsanti s'intéressait beaucoup à Mario Bava, il y en avait plusieurs, donc c'est là où il a réussi à avoir, c'est grâce à eux que Dionnet a réussi à récupérer des films et les faire restaurer. Enfin voilà, toute cette histoire-là m'intéressait. Et puis à chaque fois, une histoire ou une anecdote de quelqu'un m'amenait à interroger soit une autre personne, soit me poser d'autres questions. Et à chaque fois, je te dis, c'est des pièces de puzzle que j'ai posées sur la table. Et c'est bon, comment l'émission s'est créée, pourquoi elle s'est arrêtée, puis entre les deux, comment ils ont trouvé les copies, quelles étaient les contraintes, quelles étaient les envies de chacun, mais qui a créé l'émission? Là, j'avais 3 sources. Je vais mettre les 3 et puis je vais mettre mes suppositions, etc. Donc l'histoire a été faite comme ça, de manière très logique, essayer de trouver le maximum d'informations et essayer de se poser le maximum de questions. Et puis comme Dionnet, comme je disais, est un personnage qui préfère la légende, imprimer la légende, à chaque fois, j'avais aussi
l'envie de me dire, mais je sais que si je dis des choses fausses, on va me le reprocher. Et comme c'est mon premier bouquin, je fais très, très, très attention. Et donc, j'allais vérifier au maximum. Et j'ai dit, mais est-ce que ça, c'est vrai ou pas? Puis on se dit, ah ben si, c'est vrai, d'accord, effectivement. Et ça, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, mais c'est pas le bon film. Tac, tac, tac. Et puis, j'ai eu des gens, tu sais, comme Jérôme Bibon, qui m'a beaucoup aidé. Enfin, pas beaucoup aidé, mais si, il m'a beaucoup aidé en me donner de la documentation, mais qui est un des premiers qui a lu le livre et qui m'a dit, ça, t'es sûr, etc. Oui, ça, je suis sûr. Et puis ça, t'es sûr? Ça, je suis pas sûr. Je vais essayer de mettre un peu, je vais essayer de nuancer ou trouver d'autres sources, etc. Je rappelle une histoire du cinéma de quartier, c'est édité chez Badlands Éditions et Carlotta. Vous avez toutes les informations dans le descriptif de la vidéo. Dans ce livre, il y a la préface de Bertrand Mandico, puis ensuite un avant-propos et tout un texte autour, donc avec des interventions et de Dionnet et de son équipe, mais aussi la liste des films qui ont été programmés. Ça, c'est assez important. Et donc, si vous voulez vous procurer le livre, vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Une dernière question qui est en même temps assez cohérente. Qu'est-ce qui a fait que ça n'existe plus, ça, à la télévision? Pourquoi ça s'est arrêté? Alors, deux choses, à mon avis. Déjà, quand Dionnet arrive à l'âge d'or, la naissance et l'âge d'or de Canal, c'est-à-dire un moment où Canal veut tellement se différencier, ils ont énormément d'argent, qu'ils peuvent se permettre de laisser quelqu'un comme Dionnet avoir carte blanche, entre guillemets. Et puis, ça a marché, donc tant mieux. Mais en plus, Canal ne faisait pas attention directement aux audiences. Le principe de Canal, c'était de dire, si les gens restent abonnés et sont contents, c'est très bien. Mais si l'émission ne marche pas, mais qu'il y a 1% de nos abonnés qui regardent cette émission, ça va être problématique sur le long terme. Mais s'ils sont contents de cette émission, bah, c'est un peu... gardons-le, c'est pas grave, les gens sont abonnés. Donc, ils ne regardent pas, mais qui regardent autre chose, mais qui sont contents, qui restent abonnés, c'est suffisant. C'est quelque chose d'essentiel. Et puis, il y avait la contrainte de Canal qui était de dire, cette émission, elle nous intéresse parce que nous, ce qui marche sur Canal, il ne faut pas se leurrer, c'est les gros blockbusters américains. Et les gros blockbusters français, mais surtout américains. Sauf que pour passer du gros blockbuster américain, on a des quotas. Donc, si on peut passer plus de films européens et surtout plus de films français, ça nous intéresse. Et grâce à cette émission, il y a très peu de films américains qui sont passés dans l'émission. Il y en a quelques-uns, mais c'était vraiment une exception, une ultime exception d'une certaine manière. Il y a beaucoup de Français et beaucoup de coproductions françaises, parce que quand l'émission avait un besoin de quotas, et parfois ils vont passer des films à minorité française, des productions franco-italiennes, ils vont dire, bon, ce sont des films français, et ça permet à Canal de passer 1, 2, 3 films américains de plus, pour faire simple, 1, 2, 3 gros blockbusters de plus qui permet aux gens de s'abonner. Donc c'était un avantage. En plus, il y avait si ça peut plus être fait à mon avis, c'est que premièrement, ces films-là, on peut les voir ailleurs. Aujourd'hui, on peut les voir ailleurs. À l'époque, on ne pouvait pas les voir. Je ne sais pas s'il y a une cinéphilie qui puisse être grand public, qui soit totalement invisible. Il y avait très peu de canaux, il n'y avait pas Internet. Ça fait dinosaures de dire ça, mais il n'y avait pas Internet. Donc, quand une des 4, 5, 6 chaînes de télé passaient ces films-là, c'était exceptionnel, quoi. Déjà, quand on avait Canal, c'était déjà un peu exceptionnel, mais en plus, qu'on ait accès à ces films-là, c'était fou. Mais Dionnet avait beaucoup de moyens et puis beaucoup de poids, parce que quand un film était restauré pour passer sur cinéma de quartier, quand les droits étaient clearés, les ayants droit étaient suffisamment intéressés pour se dire, déjà, je vais avoir un gros chèque, et même si le chèque n'est pas immense, il me permet juste de restaurer le film, une fois que le film est restauré, il peut passer en plus après ailleurs. Voire, quelques années après, des films ont pu sortir en DVD parce qu'ils avaient été restaurés pour cinéma de quartier, d'une certaine manière, entre guillemets. Parce que les copies avaient été restaurées, et donc il y avait un certain niveau d'exigence qui permettait d'exploiter le film ensuite. Donc ça, c'était un argument. Ça, c'est le côté boutique interne, mais ce qui faisait la valeur de la chose, c'est que si on manquait cinéma de quartier, il y avait peut-être des rediffusions, mais en gros, si on manquait le passage de la track le mois où il passait, bah après, c'était compliqué de le voir. Il y a peut-être des trucs un peu pirates d'une certaine manière, mais ça, c'est sur la fin de l'émission. Mais au début, ceux qui ont manqué à la version longue du Grand Silence, pas le Grand Silence, je crois que ça, c'est une erreur que j'ai faite, c'est ce que m'a dit Alain Petit, c'est que la version longue du Grand Silence, en tout cas la fin alternative, a été sortie pour le DVD, mais pas pour l'émission de télé. Mais ça, c'est autre chose. Mais par exemple, quand on a les 100 cavaliers de Kotafavi qui passent sur cinéma de quartier, pendant 15 ans ou 20 ans, on n'y a plus accès à cette copie.
Et quand Artus le sort, c'est grâce à Cinéma de quartier, mais c'est un film un peu invisible. Et puis, la valeur de la chose, c'est que il y avait ce côté un peu en direct, entre guillemets. Si on le manque là, on le verra peut-être plus jamais. Et là, on a l'occasion de le voir dans des conditions plus propres que celles qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire une VHS parfois de mauvaise qualité, etc. Ou alors des projections en salle, mais c'est très, 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 très rare et exceptionnel. Et il faut regarder vers des festivals qui pourraient avoir le bon goût de le passer, mais généralement, il faut habiter les grandes villes, même plutôt Paris, que pour voir ces films-là, ce qui est un peu dommage. Et moi, jeune banlieusard, j'étais content de pouvoir. Je suis à 20 minutes, je suis à Herblay, là où je suis actuellement d'ailleurs, parce que je suis retourné chez mes parents pour le week-end, mais à Herblay, on est à 20 km de Paris, c'est comme si j'étais à 1000 km de Paris. C'est-à-dire que c'est pas grand-chose. Et les films qui sortaient en VHS, il fallait trouver les VHS comme ça, et on les avait pas accès. On savait même pas que ces films-là existaient, d'une certaine manière. Donc quand ils passaient à la télé, c'était assez exceptionnel. Aujourd'hui, il faudrait quelque chose, une sorte de flux continu, peut-être qui fait que les films ne peuvent pas être vus, et puis quelque chose de régulier pour donner un côté un peu grand-messe. C'est-à-dire il faut être là, c'est régulier, donc toutes les semaines vous avez accès à un film. Un film qui est dans un domaine qui n'est pas encore trop visible ou trop fouillé, parce que maintenant si on passe du cinéma bis, il faut être franc, si j'ai besoin de voir un film de Mario Bava, j'ai un Blu-ray ou même un 4K parfois, même si je ne suis pas équipé, mais en tout cas des copies restaurées qui sont magnifiques, avec des heures de critiques, de versions alternatives, etc., qui font que c'est moins confortable de le regarder à la télévision que de le regarder dans ces conditions-là, où je peux regarder ça un peu comme je dirais un grand livre d'histoire, parce que maintenant ces films-là sont réhabilités. Ou alors même tout simplement les regarder parce qu'il y en a qui sont sur Netflix, il y en a qui sont sur Canal, il y en a qui sont sur d'autres plateformes, et c'est assez confortable de les regarder comme ça finalement, pas être obligé d'être là à telle heure ou d'être présent pour même enregistrer, ne serait-ce qu'enregistrer, quoi. Ce qui était une contrainte, mais c'était la contrainte un peu c'est comme aller à la messe. Je suis pas croyant, mais enfin je suis absolument pas croyant, mais je comprends l'idée de se dire que si tu vas à la messe, c'est pas la télévision, ça n'a pas tellement de sens. Ce qu'il faut, c'est aller se déplacer pour s'asseoir, et puis même si tu es fatigué, il faut y aller régulièrement, etc., pour comprendre le truc. Moi, le message religieux me passe vraiment au-dessus. Mais par contre, cette idée d'effort que tu dois faire pour apprécier le truc, qui dit ok, moi je vais faire cet effort-là. Si toi tu fais l'effort de m'intéresser au truc, c'est un peu ça. Dionès, c'est quelqu'un qui prend son bâton de berger, qui est un peu croyant en une cinéphilie un peu païenne, et un monsieur loyal qui va vendre son truc de manière un peu fantasque et grand-guignolesque, et le rendre accessible à un plus grand nombre, quoi. En tout cas, merci beaucoup Sylvain, et pour ce livre et pour cette heure passée. On avait dit 30 minutes, on est à 1 heure, c'est génial. Moi, ça me plaît. Et je crois que tu n'as pas du tout à t'excuser, au contraire même. Donc, c'est une histoire du cinéma de quartier. C'est édité chez Badlands et Carlotta. C'est dans la collection Inculte. Et Sylvain Perret était là pour nous en parler. Vous avez toutes les informations concernant ce livre dans le descriptif de cette vidéo. Merci beaucoup à toi. Et puis à très vite. À très vite. La porte est ouverte. Je t'en prie. Un truc qui est très important, c'est que ce que j'ai voulu aussi en faisant ces livres-là, c'est éviter ce que j'ai tout à l'heure de mot nostalgie. Je veux éviter la nostalgie. C'est-à-dire que quand Dionès s'était trompé dans les trucs, j'ai tenu à le faire. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui n'ont pas connu l'émission. C'est pour ça aussi qu'il y a la programmation à la fin, pour qu'ils puissent essayer de se rendre compte de ce que c'était que cette émission-là, et essayer de donner envie aux gens de découvrir un peu plus ce qui était passé dans ces émissions-là. En tout cas, j'essaye de ne pas juste m'adresser aux gens qui ont connu l'émission. Effectivement, je pense qu'eux, ça va être des gens qui vont être contents de peut-être connaître les coulisses et revoir, savoir en quelle année est passé tel film. Mais ça m'intéressait plus d'essayer de m'adresser aux gens. Je serais très curieux d'avoir l'avis de gens qui n'ont absolument pas connu qui sont nés au moment, enfin, qui n'étaient pas en âge de voir l'émission, qui sont beaucoup plus jeunes, qui auraient 15-20 ans aujourd'hui, qui liraient ça, et je serais très curieux d'avoir leur avis. Donc n'hésitez pas. Hein. Mais c'est ça, c'est qu'en plus, avec la liste que tu présentes, on a la possibilité de les voir, ces films. C'est ce qui est assez important. Merci beaucoup, Sylvain. Et puis à très vite. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.